Bien, bonjour et bienvenue à tous. Alors, il semblerait qu'il y ait eu quelques confusions jeudi dernier pour certains auditeurs concernant donc la localisation respective du cours et du séminaire. Alors, je reprécise que à partir de cette année, cours et séminaires se tiennent désormais sur deux sites différents, à savoir donc le cours habituel du jeudi matin à 11 heures. Il a toujours lieu ici, donc sur le site Marcelin Berthelot, dans cette amphi Navarre. Alors que depuis cette année, le séminaire du jeudi après-midi se tient maintenant sur le site Cardinal Lemoine, c'est-à-dire donc au 52 rue du Cardinal Lemoine. C'est pas difficile à trouver, c'est juste à côté de la caserne des pompiers. C'est là que se trouvent concentrées les bibliothèques orientalistes du Collège de France. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que cela nous a paru plus logique de tenir les séminaires à cet endroit-là, puisque c'est là que la plupart des chercheurs sont concentrés, donc autour des bibliothèques. Alors, je rappelle aussi que le séminaire se tient cette année seulement toutes les 2 semaines, mais à raison de 3 heures au lieu d'1 heure et demie, 3 heures donc de 15 heures à 18 heures. Donc, comme ce séminaire a repris jeudi dernier, il n'y a donc pas de séminaire cet après-midi. Alors, jeudi dernier était le jour de la reprise de nos travaux pour cette année au collège, et j'indiquais que c'était déjà une sorte de miracle que j'ai pu être là, étant donné donc l'état d'extrême faiblesse dans lequel se trouvait mon mari, donc qui est vaincu par un long et douloureux combat contre le cancer. Alors aujourd'hui, je suis de nouveau devant vous, alors que la situation a encore empiré. Mon mari est actuellement en soins palliatifs et je pense que vous devinez ce que ça peut signifier. Mais je tiens à dire quand même que je lui ai parlé hier des cours que je continuais à assurer au collège et que dans ces moments de conscience, donc, il a compris et approuvé le fait que j'étais ce matin avec vous au lieu d'être auprès de lui. Mais donc, je parlais la dernière fois de cette forme d'acharnement qui, je dois dire, n'est même pas thérapeutique, mais qui, je pense, nous aide à tous les deux beaucoup à tenir. Et donc, avec ce que les Anglais appelleraient une sorte de doggedness, c'est-à-dire un entêtement de chien, je continue tant que je peux, coûte que coûte, et envers et contre tout. Alors, évidemment, je suis quand même obligée de vous redire une fois de plus que l'incertitude est grandie en fait de jour en jour, et je ne saurais trop vous inviter une fois de plus à rester donc en veille sur le site internet du collège, même juste avant de venir, pour savoir si le cours a lieu ou pas. Donc, la semaine dernière, nous reprenions notre cheminement à la recherche de ce Confucius si fameux et en même temps paradoxalement si méconnu.
c'est-à-dire à la fois, surtout actuellement, surmédiatisé, et pourtant si insaisissable. Alors, nous avons retracé le parcours qui nous a menés durant ces 4 dernières années dans une démarche à rebours, en quelque sorte, à partir donc d'une situation contemporaine, c'est-à-dire la situation de, ce phénomène que nous observons actuellement en Chine continentale, surtout, ce phénomène de retour de Confucius, en passant par les 2 temps forts de ce que j'ai appelé la mondialisation de Confucius, le premier européen, donc au XVIIe, XVIIIe siècle, et le second américain dans l'après-Deuxième Guerre mondiale. Donc nous étions partis de cette situation contemporaine de retour de Confucius et nous sommes arrivés en fin de cycle l'année dernière à un retour à Confucius. Alors ce retour à Confucius qui a été notre objet l'année dernière pour clore donc ce cycle Confucius revisité, est un phénomène aussi contemporain et actuel que celui du retour de Confucius. À ceci près que le retour de Confucius concerne principalement, je viens de le dire, la Chine continentale, où il a pris véritablement tous les aspects d'un phénomène de société, alors que le retour à Confucius s'observe à l'échelle mondiale, on pourrait dire, depuis l'Europe et l'Amérique jusqu'à la Chine, en passant par toute l'Asie orientale, l'Australie, etc. Donc, ce retour à Confucius, c'est bien un phénomène mondialisé, mais qui concerne principalement les milieux universitaires et plus spécifiquement sinologiques. Donc on pourrait parler d'une sorte d'international sinologique dans ce retour à Confucius. Et c'est donc dans ce sens qu'on pourrait parler d'une troisième mondialisation de Confucius. Alors, étant donné qu'il s'agit là du fait d'universitaires en principe critiques, c'est en principe notre travail d'universitaire de ne jamais se départir d'une forme de distanciation critique, ce retour à Confucius n'a de toute évidence rien de fondamentaliste, bien au contraire. Ce serait bien plutôt un courant déconstructionniste qui tendrait même à pousser la déconstruction jusqu'à démanteler les fondements mêmes ou ce que l'on a cru, en tout cas pendant des siècles, être les fondements inattaquables de la figure plus ou moins sacralisée de Confucius et de son enseignement, dont on a pensé pendant des siècles qu'il était consigné principalement donc dans le Luan Yu, cet ouvrage que l'on connaît en français essentiellement sous le titre d'Entretien. Alors, il me semble à présent utile de reprendre, au moins dans les grandes lignes, la façon dont s'est construite cette entreprise de déconstruction, si je peux m'exprimer ainsi. Il faudrait d'abord rappeler, et là donc je rappelle dans les grandes lignes, et je fais un petit peu la synthèse de ce qui a été dit l'année dernière pour que nous puissions justement voir sur quelle base nous pouvons parler cette année justement d'une sorte de figure de Confucius ressuscité.
Alors, vous vous rappelez sans doute, et peut-être que ceux d'entre vous qui ont eu quand même la curiosité d'aller voir de quoi a l'air ce texte, le tel qu'il nous a été transmis est un ouvrage peu volumineux qui est donc divisé conventionnellement en ce qu'on appelle des piènes. Ici, c'est le mot que vous avez ici, en haut à gauche. Donc l'édition transmise actuelle se présente en 20 piènes, terme que l'on traduit conventionnellement en français par livre ou chapitre. Alors, il faut bien voir justement, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, en haut, dans la partie haute du caractère, donc la clé ou le radical du bambou, qui nous rappelle que le texte, comme la plupart des textes de l'Antiquité chinoise, était le plus souvent donc inscrit sur des lattes de bambou à raison donc d'une colonne de caractères par latte inscrite verticalement. Et ces lattes étaient ensuite reliées entre elles avec des cordelettes qui passaient. Là, ici, vous avez donc des cordelettes qui passent à deux niveaux et qui donc divisent la hauteur des lattes à peu près en 3/3 relativement égaux. Donc ces lattes, ainsi reliées entre elles, se transportaient. Donc là, vous avez le manuscrit déroulé et elles se transportaient donc enroulées à la manière de stores vénitiens. Alors, les 20 piènes qui constituent donc l'édition actuelle du Lun sont subdivisées approximativement donc en 500 zhang, que l'on traduit tout aussi conventionnellement par section. Et donc, dans la convention sinologique occidentale, on numérote en général les piènes ou chapitres par des chiffres romains et les sections par des chiffres arabes. Alors, comme vous aurez peut-être pu le voir, ces sections sont en général assez brèves, une à quelques phrases tout au plus. Rares sont celles qui sont nettement plus substantielles et bon nombre d'entre elles sont introduites par cette fameuse formule canonique, donc Ziyue, le maître dit, mais nous avons rappelé encore la dernière fois que, étant donné qu'il n'y a pas de spécificatif en chinois, notamment en chinois ancien, donc ça pourrait tout aussi bien vouloir dire un maître ou quelques maîtres dit. Alors, seulement quelques sections sont introduites plus explicitement par la formule Krongziyue, c'est-à-dire donc maître Krong, où là on spécifie son nom de famille, et on a également parfois la formule Zhongniyue, c'est-à-dire donc Zhongni, c'est son, on pourrait dire une appellation plus personnelle. Donc cette formule introductive qui ensuite ouvre sur un discours qui est censé être un discours direct, c'est-à-dire donc les paroles mêmes
les ipsissima verba du maître, en direct, comme si vous y étiez en quelque sorte, ont fait penser que nous avions un recueil, donc finalement, des conversations que le maître a pu avoir avec ses disciples ou ses contemporains. Alors, ce qui est assez frappant pour le lecteur contemporain que nous sommes, c'est qu'on a l'impression que quand on passe comme ça de manière linéaire d'une section à l'autre, la plupart du temps, on a vraiment l'impression qu'il n'y a absolument aucun ordre, aucune logique, aucune espèce de fil conducteur. Et cette impression, disons, de succession aléatoire est renforcée aussi par le choix conventionnel qui a été fait par les éditeurs du texte d'intituler en quelque sorte chaque chapitre ou piène, en général par les deux premiers mots pris au hasard, donc enfin tout simplement les deux premiers mots du chapitre. C'est ainsi que, par exemple, vous avez ici le titre, si j'ose dire, du chapitre 1, Xuer, qui, ces deux mots pris en soi, ne veulent pas dire grand-chose, ça veut dire tout simplement donc étudier et. Bon. Donc là, nous n'avons pas de titre qui prétendent signifier quelque chose. Alors, nous rappelions également donc l'année dernière que les premières informations que nous ayons sur l'Yu ne se trouvent pas dans le texte de l'ouvrage lui-même, qui ne comporte ni préface, ni introduction, ni postface, en somme, rien qui ressemble à du métatexte. Ces informations sur ce texte nous sont fournies dans des sources qui datent de l'époque Han, c'est-à-dire donc qu'elles ne sont pas antérieures au IIe siècle avant notre ère, et même elles seraient plus tardives. Autant dire que toutes les informations que nous ayons sur ce texte sont largement postérieures donc au vivant de Confucius, dont je vous rappelle les dates traditionnelles, donc 551 à 479 avant notre ère. Je vous rappelle que nous entendons pour la première fois parler donc du titre même des entretiens. Oui, là je vous montre au passage donc l'image qu'on voudrait bien se faire de Confucius à l'heure actuelle en Chine. Vous voyez, enfin Confucius Superman. Oui, alors oui, voilà. Donc ces premières informations sur le titre même de l'ouvrage, nous les trouvons dans le chapitre 30 du Han Shu, c'est-à-dire de l'histoire des Han dits antérieurs ou occidentaux. La dynastie Han se divisant en deux parties, donc vous avez une partie antérieure ou occidentale et une partie postérieure ou orientale. Disons à peu près, située entre donc la partie antérieure ou occidentale, donc occupant les 2 premiers siècles avant Jésus-Christ, et la partie postérieure ou orientale, donc les 2 premiers siècles de l'ère chrétienne. Donc, ce chapitre 30 de l'histoire des Han antérieurs est un chapitre donc bibliographique qui s'appelle donc le Yi Wen Zhi, le traité sur les arts et les lettres.
Et cette histoire des Han antérieurs a été donc en large partie compilée par un historien du nom de Pan Ku, que vous avez ici, qui a vécu donc entre 32 et 92, c'est-à-dire au 1er siècle de l'ère chrétienne, sous les Han postérieurs, ce qui est tout à fait logique puisque en fait les historiens dynastiques faisaient l'histoire de la dynastie précédente. Donc vous avez un historien qui a vécu sous les Han postérieurs et donc il compile l'histoire de la dynastie tout juste précédente. Et donc, ce que dit ce chapitre bibliographique, et je reviens vraiment très rapidement dessus, c'est que il explique le titre dans ces termes, le Lun, ce sont donc les paroles de Maître Krong, donc Confucius, quand il répondait à ses disciples et à ses contemporains, ainsi que les propos des disciples quand ils se parlaient entre eux et ce qu'ils entendaient dire directement par le maître. À cette époque, les disciples avaient chacun leur manière donc de prendre des notes. Et après la mort du maître, donc datée conventionnellement de 479 avant notre ère, ces adeptes, littéralement donc les gens qui venaient à sa porte, ont collecté ces notes pour en faire un recueil de propos. C'est donc ce processus donc de prise de notes à partir donc des propos recueillis du maître que ce serait constitué donc le texte du Leu. Alors, ce qui est intéressant, et nous avons vu ça l'année dernière, donc, c'est que dans le même chapitre bibliographique, il est question d'une autre version du texte qui, elle, a été soi-disant retrouvée, écrite. Il s'agit donc non pas d'une transmission d'abord orale, mais il s'agirait donc d'une version écrite en caractères anciens. Alors, quand sous les Han, on vous parle de Guzi ou de Guwen, c'est-à-dire donc d'écriture ou de graphie ancienne, il s'agissait probablement de graphies qui semblaient antérieures à la standardisation des graphies des documents officiels, donc commencé sous le règne du premier empereur, qui a donc, c'est un fait bien connu, unifié donc l'espace chinois donc en 221 avant notre ère. Et donc, ce qui est tout à fait significatif et intéressant pour justement comprendre ce qu'a été, le processus d'unification et de centralisation donc de l'espace chinois en un nouvel ordre impérial, donc qui a commencé au IIIe, IIe siècle avant l'ère chrétienne, c'est que en fait l'un des premiers gestes du premier empereur a été précisément d'uniformiser donc les graphies des documents officiels, pour des raisons évidentes donc de transmission donc des ordres à partir donc de la cour impériale, et diffusés ensuite dans tout l'espace chinois. Donc cet autre passage qui nous évoque une version écrite, elle dit ceci: donc vers la fin du règne de l'empereur Wu, qui a régné donc entre 140 et 87 avant notre ère, le roi Kong de Lu, Lu étant le pays natal de Confucius, voulut démolir l'ancienne demeure de Maître Krong dans le but
d'agrandir son propre palais. C'est ainsi qu'il découvrit donc plusieurs ouvrages, alors un livre des documents en écriture ancienne, ainsi qu'un traité des rites, un recueil de propos, hein, justement l'Un-Yu, un livre de la piété filiale, en tout plusieurs dizaines de chapitres, tous écrits en caractères anciens. Et au moment où le roi Kong s'apprêtait à pénétrer dans l'ancienne demeure de Confucius, il entendit une musique de percussion et de cordes qui émanait des murs. Et là-dessus, il prit peur et fit arrêter la démolition. Donc, ces deux récits concernent deux filières de transmission du texte du L'Un-Yu. Donc, une filière essentiellement orale qui serait passée par les disciples, qui aurait consigné donc ce qu'ils ont, et là je cite le Hanshu, ce qu'ils ont entendu directement du maître, et l'autre, une filière purement écrite, sous la forme de textes prétendument retrouvés dans les murs de l'ancienne demeure de Confucius dans son pays natal de Lô. Alors, le trait commun à tous ces, récits, c'est qu'ils soulignent tous le caractère de continuité du processus de transmission. Alors, que ce soit donc la continuité de la transmission orale directe du maître au disciple, ou la continuité représentée par des textes écrits, donc retrouvés dans la maison même de Confucius. Et donc, ce sont principalement ces passages que nous avons étudiés l'année dernière, ces passages du Hanshu, donc je vous rappelle que c'est une histoire qui a été compilée au 1er siècle de l'ère chrétienne, c'est-à-dire 5-6 siècles après le vivant de Confucius. Ce sont ces passages qui sont à l'origine donc de l'idée générale que la tradition chinoise suivie comme un seul homme par la sinologie occidentale s'est faite pendant 2000 ans sur la composition du L'Un-Yu, à savoir donc l'idée d'une compilation par des disciples ou arrière-disciples de Confucius. Alors, cette conception de la composition du L'Un-Yu comme processus de transmission continue des paroles mêmes du maître, c'est, je disais tout à l'heure, c'est ipsissima verba. Cette conception s'est perpétuée, on pourrait dire, depuis les Han, pendant 2 millénaires. Alors, le modèle théorique de la construction des textes anciens et du L'Un-Yu en particulier, qui a prévalu depuis quelques siècles jusqu'à maintenant, peut donc être qualifié sommairement de cumulatif ou d'évolutif. Il s'agit en d'autres termes d'un modèle de construction qui n'est pas toujours naïvement linéaire, mais qui reste, et j'y insiste, continu. Et bien qu'il ait été décliné sous toutes les formes possibles et imaginables, ce modèle cumulatif reste fondamentalement celui donc de la sédimentation textuelle, ou on pourrait dire de la stratification textuelle, c'est-à-dire qu'on aurait une sorte d'accumulation, couche par couche, de textes au fil des siècles. Donc le texte du L'Un-Yu tel que nous l'avons reçu et tel que nous le connaissons maintenant, c'est-à-dire le Textus Receptus, serait donc constitué d'une superposition de strates qui se seraient accumulées au fil du temps.
Alors, ce modèle a été proposé en Chine au moins depuis un millénaire, mais il a été clairement développé et explicité dès le XVIIe, XVIIIe siècle par de très grands lettrés et exégètes japonais, dont j'ai donné les noms l'année dernière. Vous avez par exemple donc Ito Jinsai et Ogyu Sorai, donc au XVIIe, XVIIIe siècle, qui ont commencé donc à distinguer en fait différentes strates dans le texte du Lun-Yu. Alors, ce travail de stratification a été ensuite poursuivi sous la dynastie manchoue des Qing au XVIIIe siècle par le philologue Cui Shu. Et c'est donc ce modèle de la stratification qui a été repris tel quel par donc le sinologue occidental, le sinologue britannique Arthur Waley, dont j'ai eu l'occasion de signaler la traduction du Lun-Yu en anglais, qui date de 1938 et qui est intitulée donc The Analects of Confucius. Donc autant le Lun-Yu est connu en français sous le titre d'entretien, autant en anglais, enfin dans le monde anglo-américain, on parle plutôt des Analects. Alors ensuite, nous avons vu que cette théorie de la stratification a connu des affinements progressifs. Certains sinologues américains ont parlé de 4 strates, et cette théorie de la stratification a connu son paroxysme, si j'ose dire, avec donc les travaux d'un couple de sinologues américains, Bruce et Taeko Brooks, qui ont prétendu reconstituer donc The Original Analects dans un ouvrage paru donc aux États-Unis en 1998. Alors là, comment dire, surtout dans un contexte nord-américain, aux États-Unis, quand on vous parle dans la publicité, dans un slogan publicitaire de The Original, que ce soit des chips ou du whisky, enfin, quand on vous parle de The Original, c'est vraiment la chose authentique, de souche, originelle, primitive, etc. Bon, donc l'idée force du couple Brooks, c'est que le texte du Lun-Yu se serait constitué par ce qu'ils appellent accretion. Alors, il y a eu une longue discussion l'année dernière sur la traduction en français de ce mot anglais accretion, jusqu'à ce que quelqu'un me signale que en français, on peut parfaitement parler de accrétion. Bon. Ou enfin, en gros, si vous figurez un petit peu la chose, il s'agit d'un processus d'accumulation à la manière donc un peu d'un récif de corail, ou des cercles d'un tronc d'arbre, dans un processus cumulatif relativement linéaire et régulier. Alors, bien sûr, cette théorie de l'accrétion présuppose donc une forme de continuité entre la parole vivante du maître et ce qu'on peut lire donc dans ce texte du Lun-Yu. Et c'est donc ce présupposé qui constitue, on l'a rappelé à plusieurs reprises, le présupposé de base de toute la tradition chinoise. Et même, pourrait-on dire, les historiens les plus critiques du contemporain, de la période moderne, je pense par exemple à l'historien de l'université de Pékin dont j'ai eu l'occasion de parler ici, l'historien Li Ling,
vivent encore sur l'idée qu'une fois qu'on a ôté une par une les couches de sédimentation comme en quelque sorte les pelures d'un oignon, on pourra retrouver the original Confucius, le Confucius originel. Alors, ce présupposé donc de continuité a commencé à être remis en question. Là aussi, d'abord, et ça je tiens à le dire parce que les Chinois, enfin les Chinois, c'est toujours évidemment très problématique de parler des Chinois en général, mais enfin, disons qu'un bon nombre de Chinois à l'heure actuelle, et surtout dans un contexte, disons, de nationalisme montant, donc beaucoup de Chinois à l'heure actuelle ont un peu tendance à oublier justement le fait que les lettrés et exégètes japonais ont été quand même parmi les premiers justement à faire évoluer, on pourrait dire justement, les études sinologiques. Donc vous avez ici le nom par exemple de Kaneto Mamoru, qui a travaillé dans les années 1960-70, qui a donc commencé à remettre en question donc, ce présupposé de continuité. Et il se trouve que mon maître à l'université Fudan de Shanghai, où il est décédé tout récemment, j'ai nommé donc Zhu Weizheng, semble-t-il, je dis bien semble-t-il, sans avoir véritablement connaissance justement des travaux de Kaneto Mamoru, a de son côté justement été parmi les premiers historiens contemporains du XXe siècle en Chine à remettre radicalement en question donc la datation traditionnelle du Leu, en même temps que le rapport de ce texte avec la figure de Confucius. Alors, dans un article tout à fait capital, daté de 1987, donc intitulé Lische de Kongzi, Kongzi de Lische, donc le Confucius de l'histoire et l'histoire de Confucius. Donc Zhu Weizheng constate qu'il n'y a pas d'équivalent chinois avant l'ère moderne, à l'exception peut-être justement de Cui Shu au XVIIIe siècle que j'ai nommé tout à l'heure. Il n'y a pas d'équivalent chinois des recherches menées au XIXe siècle par les philologues européens spécialistes de la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Ces recherches de philologie qui visaient à établir donc la datation et l'auteur présumé de chaque livre, voire de chaque chapitre dans le corpus biblique. Alors, selon toute vraisemblance, Zhu Weizheng donc fait ici allusion aux travaux des représentants donc de la Religionsgeschichte, c'est-à-dire l'histoire des religions, et des théologiens protestants allemands du XIXe siècle. Nous avions nommé parmi les plus connus donc Albert Eichhorn ou Hermann Gunkel, dont vous avez les noms ici, Rudolf Bultmann, qui est évidemment plus proche de nous, lui a essentiellement travaillé sur le Nouveau Testament. Donc ces exégètes ont appliqué au corpus textuel biblique des méthodes de lecture et d'analyse historique et critique telles que la Formgeschichte.
c'est-à-dire l'histoire de la forme. Alors, ce terme désigne en réalité une méthode de lecture critique du corpus biblique qui tend à y distinguer donc différentes formes ou structures littéraires ou on pourrait dire différents genres. Alors, ce mot genre est ici utilisé pour traduire le mot allemand Gattung. Alors, la visée donc de ces travaux, c'est d'essayer de retracer les origines et le contexte premier, historique, culturel, voire sociologique de ces textes, contexte désigné en allemand par une expression devenue fameuse, le Sitz im Leben, que vous avez ici, donc littéralement l'assise dans la vie. Bon, pour prendre un exemple très, très simple, donc un texte de prière, pour être lu et compris dans son sens premier, devra être replacé dans son Sitz im Leben, c'est-à-dire donc en quelque sorte en situation vécue, dans son contexte d'origine, qui est en l'occurrence cultuel et religieux. Alors, cette pratique, cette école de critique biblique allemande, il se trouve qu'elle se retrouve très présente actuellement dans les travaux d'une nouvelle génération de sinologues, dont beaucoup se trouvent être, comme par hasard, allemands ou d'origine allemande, mais qui enseignent et mènent leurs recherches dans des institutions universitaires un peu partout dans le monde, parce que nos collègues allemands sont encore moins fortunés que nous et donc doivent aller se vendre, si j'ose dire, ailleurs qu'en Allemagne où ils ne trouvent pas d'emploi en tant que sinologues. Bon. Donc ces sinologues allemands se retrouvent disséminés un peu partout dans le monde et notamment aux États-Unis, et ils se rallient en grand nombre aux méthodes déconstructionnistes inspirées donc de l'école allemande de critique biblique. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, en fait, quand on parle avec eux, ils ne sont pas toujours absolument conscients, justement, d'appliquer justement ce genre de méthodes, parce que ce sont des méthodes qu'ils ont en quelque sorte absorbées au biberon, enfin, dans leur formation, disons, intellectuelle en Allemagne, mais c'est un phénomène tout à fait frappant à l'heure actuelle. Alors, ces nouveaux philologues critiques soulignent pour la période pré-impériale et même bien au-delà. Quand je parle de période pré-impériale, c'est conventionnellement l'Antiquité qui précède donc cette fameuse unification de l'espace chinois en moins 221. Donc, ils notent tous, dans cette période pré-impériale et au-delà, une absence de stabilité des textes qui ne tiendrait pas seulement aux raisons qu'on imagine habituellement, c'est-à-dire donc perte, omission, erreur de copiste, etc., mais beaucoup plus fondamentalement à la structure même des textes, c'est-à-dire donc le côté fragmentaire, aléatoire de beaucoup de textes anciens, donc qu'on a expliqué justement par voilà, enfin, les phénomènes de perte, omission, etc. En fait, pour eux, l'explication se trouve plutôt ailleurs. Elle serait en fait à chercher dans la structure même des textes, dans leur mode de composition et même dans les conditions matérielles de leur mise par écrit. Alors, une telle prise de conscience a été provoquée par deux facteurs qui opèrent aujourd'hui de manière concomitante. Il y a d'abord donc la critique des textes qui s'inspire pour large part de ces fameuses méthodes appliquées au corpus biblique,
Alors cette relecture critique des sources textuelles transmises est aujourd'hui stimulée et confortée par un deuxième facteur, à savoir donc l'apport des textes manuscrits qui sont retrouvés dans des tombes grâce aux fouilles archéologiques pratiquées depuis quelques décennies. Alors quand je dis quelques décennies, en fait, elle remonte aux années 1970, et ça, évidemment, ça n'est pas un mince paradoxe de savoir que pendant que la révolution culturelle faisait rage, que vous aviez des gardes rouges qui s'acharnaient donc à démolir tout ce qu'ils pouvaient trouver comme monuments et vestiges de la culture traditionnelle, en fait, vous aviez en même temps en fait, des archéologues qui fouillaient le sous-sol chinois pour en extraire justement également des vestiges de la culture traditionnelle. Bien. Alors, donc, nous avons ce double facteur, donc changement radical méthodologique de technique de lecture et en même temps apport archéologique. Alors, ce double facteur nous oblige à changer radicalement notre manière de concevoir les textes, qu'une tradition à dominante à la fois européenne et moderne nous a habitués à concevoir comme étant un essai ou une pièce littéraire continue et due à un auteur unique. Nous, quand on nous parle d'un texte ou d'un ouvrage, nous avons tendance justement à penser à ce texte dans ces termes-là, c'est-à-dire donc un morceau de texte qui se tient, qui est autosuffisant et qu'on peut assigner donc à un auteur en particulier, ou du moins à une école. Alors, évidemment, ce n'est pas à dire que ce genre de texte, tel que nous le concevons de manière moderne, ne pouvait pas exister dans la Chine ancienne, mais il est assez probable, il est devenu assez probable maintenant, que ça n'était pas la norme. Alors, on a vu que la terminologie chinoise traditionnelle qui s'applique aux sources textuelles anciennes prend pour unité non pas donc l'ouvrage ou le livre tel que nous le concevons aujourd'hui, mais donc le pian, c'est-à-dire donc on pourrait dire ces lattes de bambou qui par nature matérielle, vous avez vu que ces lattes portaient chacune une colonne de caractères et donc étaient relativement mobiles, c'est-à-dire que rien ne vous empêchait de mettre de combiner les lattes dans l'ordre voulu. Et alors donc ces pians sont maintenant considérés comme des unités textuelles qui sont désignées par différents termes ou expressions, le plus souvent en anglais, parce que maintenant, en fait, on pourrait dire qu'il y a une sorte d'impérialisme de l'anglais sur les travaux sinologiques, comme sur tout le reste d'ailleurs. Donc la terminologie maintenant est essentiellement en anglais. Alors, vous en avez qui parle de movable units, c'est-à-dire donc des unités mobiles, ou bien il y en a d'autres qui parlent de building blocks, c'est-à-dire de blocs de construction qu'on pourrait se figurer comme des cubes d'un jeu de construction. Et vous en avez d'autres comme ce Edward Shaughnessy, donc autre sinologue américain, qui, soit dit en passant, devrait venir ici au Collège de France donner une série de conférences au mois de juin prochain, donc 2013. Alors, ce Edward Shaughnessy parle de pericopes. Alors, en français, péricope. Péricope,
on parle d'une péricope, à ne pas confondre avec un périscope. Donc, il s'agit bien évidemment d'un mot du grec ancien qui signifie donc l'acte de découper autour, hein, et qui est actuellement un terme technique utilisé plus spécifiquement dans l'exégèse biblique ou chrétienne des textes sacrés ou dans la liturgie. Et donc, le mot désigne bien que, en fait, ce qu'on découpe, c'est un morceau de texte qui forme donc un tout, hein, qui forme une unité en lui-même et relativement donc autosuffisante. Donc là, je vois qu'il me reste plus beaucoup de temps et justement pour vous donner un exemple de péricope que vous reconnaîtrez tout de suite. C'est une péricope qui a été d'ailleurs largement étudiée par les exégètes de tous bords et de tous poils. C'est la péricope de la femme adultère dans l'évangile de Jean, hein, que vous trouverez donc au début de Jean 8, 1, 11. Alors, je vous lis cette péricope, hein, non pas parce que je souhaite, me jeter dans la mêlée donc des exégètes bibliques et chrétiens, parce que je crois qu'il y en a déjà suffisamment comme ça, hein, mais parce que, comme vous allez le voir par la suite, ça a son importance pour notre propos sur Confucius. Là, vous allez dire, vous allez avoir un peu de mal au début à voir le rapport, mais bon, je vous lis. Hein. Donc, Jésus gagna le mont des Oliviers. Dès le point du jour, il revint au temple et, comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en adultère et ils la placèrent au milieu du groupe. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège pour avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, et ça j'aime beaucoup cette indication, cette didascalie en quelque sorte, mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Comme il continuait à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit : « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Et s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle, Jésus se redressa et lui dit : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Alors, c'est une histoire donc bien connue, hein, qui est, même pour ceux d'entre vous qui ne connaissiez pas tout le fin mot de l'histoire, est à l'origine donc de la fameuse expression « jeter la première pierre ». Or, cette péricope, hein, dont je vous montre successivement quelques illustrations, là vous avez ici une illustration qui se trouve dans un manuscrit du
je pense, 5e, 6e siècle. Vous avez évidemment des représentations iconographiques. C'est évidemment un thème qui a pas mal inspiré les peintres. Vous avez ici donc une représentation, enfin un tableau du Titien. Ici, la représentation de Poussin, Nicolas Poussin. Et puis, alors là, la surprise finale, une version chinoisante. Que l'on trouve, enfin, il semblerait que bon, c'est dans une sorte de catéchisme illustré assez récent, et donc cette péricope qui est bien connue ne figure pourtant pas dans les manuscrits les plus anciens. En tout cas, c'est ce qu'il semblerait. Et certains manuscrits plus tardifs donc la place ailleurs dans l'évangile de Jean, voire à la fin, et puis il y en a même qui en fait contestent l'attribution donc à l'évangile de Jean. Bref, il semblerait que l'histoire elle-même donc est très ancienne et a circulé pendant un certain temps avant d'être intégré donc dans cet évangile. Alors autant dire que on pourrait se poser quelques questions donc sur l'authenticité, the original, de cette histoire, si elle doit être rapportée à un Jésus réel, un Jésus historique. Doute qui, en outre, a été largement entretenu, bien évidemment, par des exégètes moralisants, pour qui le pardon accordé à une femme adultère revêtait pour le moins un caractère scandaleux. Bon, alors évidemment, comme je disais tout à l'heure, ce qui nous intéresse ici, c'est pas de nous, de nous mêler des multiples interprétations donc de cette péricope, mais de noter dès maintenant qu'il y aura donc certaines analogies avec donc les processus de construction des textes de la Chine ancienne et plus particulièrement celui qui nous intéresse, à savoir le Luan-Yu dans son rapport avec Confucius. C'est-à-dire que nous aurons probablement des questions analogues à nous poser justement sur certaines péricopes qui figurent dans le Luan-Yu, qu'on a toujours associé donc à Confucius en étant persuadé, convaincu mordicus que Confucius a réellement dit ça et réellement fait ça, mais il y a également en fait certains questionnements donc sur justement l'authenticité de ces péricopes. Bien, bah écoutez, merci de votre attention que vous me conservez et je n'ose rien vous dire concernant la semaine prochaine. Si jamais je ne devais pas être là, évidemment je ferai tout mon maximum pour vous prévenir le plus vite possible, au moins par Internet. Auquel cas, j'ose espérer que nous nous reverrons donc en début janvier prochain. Donc, merci à vous encore. Merci.